Pues este tío de la vez esto no se está mierda, ¿no? He vivido toda la vida. Bé, bona tarda a tothom. Bonsoir Bertrand et bienvenue de nouveau. Je crois que tu vas me comprendre un petit peu ici. Si je parle un peu en català et après je te traduis du français com d'habitude. Aquesta és una sessió promesa, una sessió que va quedar emparaulada al mes de juny de l'any passat, quan Bertrand Tavernier va ser aquí per una carta blanca, en la qual ens va proposar una sèrie d'excel·lents pel·lícules franceses clàssiques i que formaven part, diguéssim, del repertori d'una pel·lícula que acabava d'acabar en aquell moment, que es diu Voyage à travers le cinéma français i que estava pendent d'estrena al nostre país. Ara, gràcies a la col·laboració de la distribuïdora que s'encarrega d'aquest afer al nostre país, a Contracorriente, doncs hem pogut acollir aquesta preestrena de la pel·lícula i tornar a tenir la presència de Bertrand Tavernier per presentar la seva pel·lícula. El seu viatge, que és un viatge extraordinari, és una pel·lícula molt emocionant per tots els que estimem el cinema, però no és una història del cinema francès, és la seva història del cinema francès, o la seva història a través del cinema francès. I per aquest motiu, doncs, jo no tinc res més a dir que agrair-li un cop més a Bertrand Tavernier la seva amistat, la seva complicitat i la seva presència aquí per compartir no només el seu cinema, sinó tot el que sap de cinema i que veureu en aquest monumental recorregut per la història del cinema francès. Bienvenue Bertrand et merci beaucoup de renouveler ton amitié avec le cinéma catalan. Merci, merci. Alors, dans quelle langue faut-il parler? En français. Tout le monde comprend français? Non, je te traduis. Parce que c'est sûr que pas tout le monde. Oui, je suis désolé de ne pas parler catalan. D'abord, un petit mot, je suis très content de revenir ici. Tous les lieux qui montrent que la mémoire du cinéma est vivante sont des lieux qui sont chers à mon cœur. Sento no parlar català, quina llengua hem de parlar, parlarem francès. Bé, en primer lloc vull dir que estic molt content de tornar aquí, en aquest lloc, a la Filmoteca, perquè tots els llocs on la memòria del cinema està viva, doncs em resulten molt propers. J'étais tombé amoureux de la Catalogne quand j'étais jeune, en lisant Homage to Catalonia de George Orwell, qui a été un de mes livres de chevet. Vaig enamorar de Catalunya quan era molt jove i vaig llegir el llibre de George Orwell, Homage a Catalunya, que era un dels meus llibres de capçalera. Et après, quand je suis venu à Barcelone, j'ai eu des souvenirs formidables. Et puis grâce à Esteban, nous avons eu des déjeuners avec Manuel Vázquez Montalbán, qui est un de mes héros, un de mes romanciers que j'aimais beaucoup. Et après j'ai essayé de faire certaines recettes de cuisine de Pepe Carvalho et j'ai pas complètement réussi. Bé, després d'aquesta lectura doncs, tinc molt bons records de Barcelona, gràcies a l'Esteve, d'un dinar que vam fer amb Manuel Vázquez Montalbán, que era un dels meus herois, i haig de confessar que, malgrat que vaig intentar imitar algunes de les receptes de Pepe Carvalho, la veritat és que no van sortir massa bé. Et il avait écrit des articles formidables sur l'horloger et sur Coup de torchon. Vázquez Montalbán va escriure un article formidable sobre
Roger de Sant Paul i Coupe de Torchon. Voilà. Donc je suis très content de revenir ici. I per tant estic molt content de tornar aquí. Alors, le film, c'est une histoire, ton histoire, l'histoire, une des histoires. D'abord, il faut que je prévenir les gens, quand même, ce film, c'est pas un film sur l'histoire du cinéma français. Voldria que quedés clar que aquesta pel·lícula no és una pel·lícula sobre la història del cinema francès. C'est sur mon histoire avec le cinéma français. És sobre la meva història amb el cinema francès. C'est un film subjectif. És una pel·lícula subjectiva. C'est un film partiel. Oui. Ça n'est pas un film exhaustif. Il manque énormément de grands cinéastes. No és una pel·lícula gens exhaustiva i falten moltíssims grans cineastes. Non pas parce que je les aime moins, mais parce que j'ai pas trouvé de manière de les faire rentrer dans le récit qui a pris, comme un film de fiction, qui a pris une certaine forme à un moment et un certain sens. Si no hi són, no és perquè no m'agradin menys que els altres, sinó perquè no vaig trobar la forma de ficar-los dintre d'un discurs que, com si es tractés d'una pel·lícula de ficció, doncs té una determinada estructura. Par exemple, si on me... pour prévenir les gens, pour pas avoir de reproches, si on me dit pourquoi il n'y a pas Clouzot, ou Pagnol, ou Guitry, ou Max Ophuls, je réponds parce que. I per evitar retrets, vull deixar clar que si em pregunten com és que no hi és Clouzot, o Pagnol, o Guitry, o Max Ophuls... Max Ophuls, j'ai dit Marcel, c'est Max Ophuls. Oui, c'est inconscient, qui fonctionne encore. Doncs la resposta és perquè sí, perquè és així. Alors ils seront dans la série, je fais à la suite de ce film 8 heures, 8 épisodes de 56 minutes, 57 minutes, où il y aura rien du film, mais il y aura tous les gens, enfin une partie des gens que j'ai pas pu mettre. En aquest moment estic acabant una sèrie de 8 episodis de 55 minuts, en el qual no hi ha res de la pel·lícula que veureu a continuació, però on sí que he pogut col·locar-hi a molta de la gent que no està dintre de la pel·lícula. Pas tous, parce que je voulais 10 épisodes et on a trouvé le financement que pour 8. No hi seran tots tampoc, perquè jo havia previst inicialment 10 episodis i finalment els diners del pressupost només han arribat a 8. Il y en a qui restent sur le quai de la gare. I n'hi ha alguns que s'han quedat a l'andana. Donc j'ai pas pu parler et je regrette, c'est monté, les extraits sont choisis, mais je peux pas en parler. I ho sento molt perquè havia triat els fragments, estava muntat, però s'ha quedat fora. Voilà, on n'a pas eu l'argent. No hi havia els diners. Voilà. Mais voilà, donc il y a 8 épisodes et dans ces épisodes, je parle des cinéastes qui ne sont pas dans le voyage. En aquests 8 episodis hi ha cineastes que no estan en aquest viatge. Notamment parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, les cinéastes femmes. Les cinéastes? Femmes, les femmes cinéastes. Però principalment perquè és una pregunta que em fan molt sovint, no hi ha cineastes dones cinéastes. Dans le voyage, je ne parle que de celles que j'ai connues, pour qui j'ai travaillé, qui était Agnès Varda, et le film sublime qui est Cléo de 5 à 7. En el viatge, que veurem a continuació, de l'única que parlo és Agnès Varda, perquè vaig treballar amb ella, i concretament amb aquesta pel·lícula sublim que és Cléo de 5 à 7. Et dans plusieurs débats, j'avais pourquoi pas d'autres cinéastes femmes. I moltes vegades em pregunten en debats per què no hi ha més cineastes dones. Et la réponse qu'on donnait, c'est parce qu'il n'y en avait pas. I la resposta que es dona és perquè en aquell moment no n'hi havia. Ou très peu. O molt poques. Ça ne satisfaisait pas les gens qui posaient la question. I sí, quan deia això, doncs no agradava massa a la gent que havia fet la pregunta.
Pourtant, dans les années 30, il n'y a que 2 femmes cinéastes en France. I, malgrat tot, s'ha de dir que en els anys 30 només hi havia, a França només hi havia 2 dones cineastes. Dont une très mauvaise. I de les quals una molt dolenta. Et l'autre, impossible de voir ses films. I l'altra, les pel·lícules impossibles de veure. Donc, voilà. Mais 2, d'abord, c'est plus que les États-Unis, où il n'y en a eu qu'une, pendant les années 30, qui est Dorothy Arzner, qui est une cinéaste de talent. Doncs, de tota manera, a França hi era el doble que als Estats Units, on només n'hi havia una, que era Dorothy Arzner, que realment era una cineasta molt... De femmes élues ou dans la politique, parce que là, il n'y en avait aucune. I encara molt més que a la política, perquè llavors allà no n'hi havia cap. Conservateur, mais moins que le monde politique. I per tant, la conclusió és que el món cinematogràfic potser era machista, era més el món de la política. On gagnait 2-0. Guanyàvem 2-0. C'est pas un score formidable. Et je rappelle, la première femme élue en France, c'est en 1946. Vull recordar que la primera dona escollida políticament a França va ser el 1946. Et parce que le général de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes. I això va ser gràcies a que el general de Gaulle va donar el dret de vot a les dones. Il a fallu un militaire pour que les femmes votent. Va fer falta un militar perquè les dones poguessin votar. Donc voilà, on me dit par exemple, dans ce film, vous verrez, j'ai 30 minutes sur Jean Gabin. I en aquesta pel·lícula, per exemple, el que veureu són 30 minuts sobre Jean Gabin. Et on m'a dit, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose sur une actrice? I m'ha preguntat, i per què no heu fet el mateix amb una actriu? Parce que dans le cinéma français, ce qu'a fait Jean Gabin est unique. Personne d'autre ne l'a fait. Doncs la resposta és Dans les acteurs. Perquè en el món dels actors el que va fer Jean Gabin en el cinema francès és únic, ningú més va fer el mateix. Dans les années 30, plusieurs fois, il achetait les droits des livres avec les réalisateurs. La Bandera, c'est Gabin et Duvivier qui achètent les droits. Als anys 30, Gabin comprava els drets de llibres per ser adaptats. Per exemple, la Bandera, ell va ser amb Duvivier qui va comprar els drets de la novel·la. C'est lui qui achète les droits de Gueule d'amour et qui va donner le roman à Grémillon parce qu'il a envie de changer son image. Il ne veut plus faire des rôles de mauvais garçon et il veut faire un rôle romantique. I, per exemple, va ser ell el que va comprar els drets que l'adaptés perquè volia canviar d'imatge, estava fart de fer personatges de canalla i volia fer un protagonista romàntic. C'est lui qui va permettre, par son engagement, à des films comme La Grande Illusion, Le Jour se lève, Le Quai des Brumes, de se faire. Et ces films, sans lui, n'étaient pas financés. I va ser gràcies a ell que es van poder fer obres mestres com La Gran Il·lusió o El Quai des Brumes de Luxelef, perquè sense la seva presència com a estrella no s'hauria trobat el finançament. Pendant les années 30, à un moment, il tourne un film dont je ne peux pas parler parce que c'est un film allemand qui s'appelle Le Tunnel de Kurt Bernhardt. Il tourne ça en Allemagne en 34, 35. Va rodar una pel·lícula a Alemanya, i per això no en parlo, una pel·lícula que es diu El Túnel, de Kurt Bernhardt, i això era l'any 34-35. C'est un curieux film sur les rapports entre les ouvriers, le monde des ouvriers et le monde du capital. Que és una pel·lícula molt curiosa sobre les relacions entre el món dels obrers i el món del capital. Et un sujet de science-fiction, parce que c'est un tunnel sous la Manche qui doit unir le continent à l'Angleterre. I era una pel·lícula de ciència-ficció en aquell moment, perquè parlava d'un túnel sota el canal de la Manxa, de la Màniga. Le metteur en scène est juif. I el director era jueu. Plusieurs fois, il y a des gens de la Gestapo qui viennent sur le tournage. Durant el rodatge va rebre diverses vegades la visita de la Gestapo. Chaque fois, Gabin va aller appeler le consul ou l'ambassade de France et le faire intervenir et empêcher que le metteur en scène soit arrêté.
i cada vegada que apareixia la Gestapo, Gabin cridava al cònsol francès per impedir que el director de la pel·lícula, que era jueu, fos detingut. Et dans son autobiographie, le metteur en scène, devenu aux États-Unis Curtis Bernhardt, écrit qu'il doit sa vie à Gabin. I després aquest realitzador va exiliar als Estats Units, allà va canviar el nom per Curtis Bernhardt i escriu la seva autobiografia que va salvar la seva vida gràcies a Gabin. Et en 40, quand il y a le gouvernement du maréchal Pétain, on lui fait des ponts d'or pour qu'il reste en France et qu'il travaille en France. I als anys 40, amb el govern del mareixal Pétain, se li van tendir ponts d'or perquè es quedés a treballar a França. Et j'ai appris avant-hier, I abans, oui, il y a 3 jours, j'ai appris il y a 3 jours, fa 3 dies vaig saber, en lisant un petit livre publié par la famille de Gabin, llegint un petit llibret publicat per la família de Gabin, que la Continentale, la firme allemande, fait un chantage sur Gabin en disant « Venez travailler chez nous ou sinon votre beau-frère, qui est prisonnier, on l'exécute. » Doncs gràcies a aquest llibre, publicat per la família de Gabin, em vaig enterar fa 3 dies que a la Continental, que era l'empresa alemanya del París ocupat, li van fer un xantatge i li van dir a Gabin: o vens a treballar amb nosaltres o executarem el teu cunyat que està presoner. Ou sinon on l'exécute, on lui rend une vie impossible. O si no, li farem la vida impossible. Gabin décide de partir aux États-Unis I Gabin va et de refuser toutes les offres de Vichy et de la Continentale. I Gabin, malgrat tot, va decidir prendre el camí de l'exili i refusar totes les ofertes de la França de Vichy i de la Continental. Et là, vous le verrez dans mon film, il va acheter son contrat à Universal pour s'engager dans les fusiliers marins et pour se battre dans la France libre. I un cop als Estats Units va comprar ell mateix el contracte que tenia signat amb la Universal per allistar-se a l'exèrcit de la França lliure i participar a la Segona Guerra Mundial. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent combiner tout ça. No hi ha gaire gent que sigui capaç de fer tot això plegat. Qui peuvent avoir combiné le fait d'avoir joué dans 10 chefs-d'œuvre, que pugui haver interpretat 10 obres mestres, d'avoir cet engagement politique ou social. tenir aquest compromís polític o social. Il y a eu des gens qui ont été dans la résistance, dans les acteurs, ou qui ont été dans la... Claude Dauphin a eu une conduite héroïque, il était dans la 2e division blindée du général Leclerc, Claude Dauphin, l'acteur. Jean-Pierre Aumont a fait Monte Cassino, a été blessé et a reçu, je crois, sinon la Légion d'honneur, du moins des décorations très très fortes. Donc il y a eu des acteurs français qui se sont battus, qui ont été héroïques. Hi ha hagut actors francesos amb un comportament heroic que han participat a la resistència. Per exemple, Claude Dauphin va estar a les ordres del general Leclerc, Jean-Pierre Aumont va estar a Monte Cassino i si no va tenir la Legió d'Honor, doncs li van donar una gran condecoració. És a dir, hi ha hagut actors amb compromís. Mais ils n'avaient jamais réussi à faire naître 3 films avec Jacques Prévert, à faire sortir plusieurs films avec Duvivier, Grémillon, etc. Non. Donc voilà. Et d'autre part, des actrices, il y en a qui ont été aussi géniales que Gabin. Danielle Darieux, elle est aussi géniale que Gabin. Gabin, a part d'aquest comportament heroic, doncs va fer néixer 3 pel·lícules de Jacques Prévert, pel·lícules de Duvivier, de Grémillon, i actrius, grans actrius n'hi ha hagut, està clar, per exemple, Danielle Darieux va ser una gran actriu. Mais Darieux, elle a jamais fait initier un film. Elle n'a jamais choisi un livre et est allée trouver un réalisateur pour le faire. Elle attendait qu'on lui propose un scénario et après elle le jouait de manière géniale. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié Gabin en dehors de l'admiration extraordinaire que j'ai pour lui, c'est pour ça que je l'ai privilégié dans le film.
Però, en canvi, malgrat que era una gran actriu, doncs Daniel Darrier mai va fer arrencar cap pel·lícula, no va comprar mai els drets d'un llibre perquè fos adaptat. Sempre doncs, el que feia és que quan rebia un guió l'interpretava d'una manera genial i punt. I és per tots aquests motius que he privilegiat a Jean Gabin. Ça n'est pas par antiféminisme. No és per antifeminisme. Bon, ben maintenant, il faut les laisser voir le film. Non, je vais te poser une dernière question. Pas pourquoi, j'aime beaucoup dans le film que tu as privilégié pas seulement un grand acteur, un grand personnage comme Gabin, autre de grands metteurs en scène, mais aussi d'autres techniciens qui font partie de la création cinématographique. Tu fais une grande revendication des scénaristes, des musiciens. Alors, on casse un peu le vieux mythe de la politique des auteurs. Mais on le casse pas. Le mot politique des auteurs a été très mal compris. À l'origine, Claude Chabrol me l'a expliqué 10 fois. Politique des auteurs voulait dire il y a des cinéastes qui ne signent pas leur scénario et pourtant ce sont des auteurs. C'était Hawks et Hitchcock. Jo li preguntava pel que a la pel·lícula, com veureu, hi ha una reivindicació de músics, de guionistes, etc., que trenquen una mica, al meu entendre, el mite de la política d'actors. Aleshores, diu, és que crec que el tema de política d'actors no ha estat gaire ben comprès, i Chabrol als principis ho va explicar 10 vegades. Diu, dels directors que no firmen els guions, n'hi ha dos que clarament són autors, que són Howard Hawks i Alfred Hitchcock. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que toutes les dernières biographies, et ça montre que Chabrol, Truffaut et Romer avaient vraiment de la perception, que toutes les dernières biographies de Hawks et Hitchcock montrent que c'était des cinéastes qui travaillaient énormément sur les scénarios et qui contrôlaient totalement leurs scénarios. El que és curiós és que amb el temps, amb les últimes biografies sobre Hawks i sobre Hitchcock, es demostra que en el fons Chabrol, Truffaut, Romer i companyia tenien raó quan parlem de la política d'autors, perquè tant Hawks com Hitchcock, encara que no signessin els guions, treballaven d'una manera extraordinàriament activa sobre la seva redacció. Hitchcock engageait même des scènes, quand il n'était pas content du scénariste qui travaillait, il en engageait en douce un autre pour obtenir exactement ce qu'il voulait. I si no els agradava el guió que rebien, aleshores en contractaven un altre per obtenir exactament allò que volien. Voilà. Et après, progressivement, ce concept, c'est devenu tout ce que fait un réalisateur, certains réalisateurs, c'est bien. I el problema és que després aquest concepte va derivar en què tot allò que feia un determinat realitzador considerat com a autor, parèntesis que afegeixo, et seul compte le réalisateur. I només compta el realitzador. Or, quand vous regardez certains textes de Truffaut, il parle des scénaristes. En canvi, quan en parle très mauvaisement. Oui, non, mais parfois, non, il arrive à louer, il parle des gens, il parle des opérateurs, il parle des chefs opérateurs. Il parle, non, il se trompe parfois, mais il dit ce film, un des meilleurs scénaristes américains, c'est Philippe Jordan, et voilà, non, ils en parlaient. Et petit à petit, on a effacé ça, et on a compris de travers, on a tout compris de travers, et on a transformé ça en une sorte de chose très simpliste. Truffaut parlava de guionistes i d'operadors, jo afegeixo que de vegades en parlava, però parlava molt malament, i ell diu que no, el problema és que després tot això es va simplificar d'una manera extraordinària. En tout cas, moi je voulais, le fait de parler des scénaristes, ça ne diminue pas les metteurs en scène. Au contraire, quelquefois, ça éclaire mieux ce qu'ils ont pu apporter. I el que jo vull dir és que parlar dels guionistes, reivindicar els guionistes, no disminueix la importància dels realitzadors. Al contrari, aclara més allò que van aportar-hi. Mais en même temps, je veux montrer l'importance des scénaristes. Però a la mateixa vegada no vull deixar de mostrar la importància dels guionistes. Prévert
il ne faisait pas simplement qu'écrire le scénario, il choisissait tous les acteurs des films de Carné. Per exemple, Prévert no només escrivia els guions de Carné, n'escollia tots els actors. Et il a à un moment un jugement qui est un peu négatif sur Carné, mais qui est un jugement de scénariste. I si hi ha un moment que té un judici una mica negatiu sobre Carné, és un judici de guionista. Il voit les limites de Carné, Veu els límits de Carné, del realitzador, mais il a du mal à voir ce que Carné apporte à ses scénarios. i en canvi no acaba d'entendre què és el que Carné aporta en aquest guió. Un sens extraordinaire de l'espace, Un sentit extraordinari de l'espai, une manière de découper une action de manière très incisive, una manera de descomposar una acció d'una forma molt incisiva, une énergie qu'on sent dans les films, i una energia que es concentra a la pel·lícula. et c'est quand même pas un hasard si 3 des meilleurs scénarios de Prévert ont été filmés par Carné. I no és casual que 3 dels millors guions de Prévert van ser filmats per Carné. Mais donc oui, j'avais surtout envie de réhabiliter les compositeurs de musique, Però sobretot el que volia era rehabilitar els compositors de música, qui sont les grands héros absents de toutes les histoires du cinéma. aquests sí que són els grans herois absents de totes les històries del cinema. Or, dans le cinéma français, il y a eu des rapports extrêmement intimes entre les compositeurs et les réalisateurs. I a la història del cinema francès hi ha hagut relacions molt íntimes entre compositors i realitzadors de les pel·lícules. Le fils de Julien Duvivier me disait qu'il y avait des centaines de lettres entre lui et le compositeur Jacques Ibert. El fill de Duvivier em deia que hi havia centenars de cartes entre el seu pare i el compositor Jacques Ibert. Et si vous, par exemple, vous voyez Golgotha, qui est un film bien meilleur qu'on le dit généralement, I si veieu una pel·lícula com Gólgota, que és bastant millor del que s'acostuma a dir, le premier carton du film, un film de Julien Duvivier, musique de Jacques Ibert. i si veieu els crèdits, el primer rètol és una pel·lícula de Duvivier amb música de Jacques Ibert. Le musicien est nommé sur le premier carton du film. El músic apareix en el primer crèdit de la pel·lícula. Oui. Donc, j'ai voulu montrer que ce qui différenciait complètement le cinéma américain du cinéma français, c'est que la plupart des grands réalisateurs ont travaillé très intimement avec les compositeurs et ils les choisissaient très tôt. René Clair choisit Maurice Jaubert ou Georges Van Paris très tôt. A diferència del cinema francès i l'americà és que els directors francesos contractaven de seguida els músics i la seva relació era molt més íntima i sobretot molt més anticipada. És el cas, per exemple, de René Clair amb els compositors habituals amb els que va treballar. Et écoutez les extraits que j'ai choisis, je trouve qu'il y a des moments de musique sublimes. I si escolteu els fragments de música que jo he escollit, hi ha moments de música sublims. Et pour la plupart, qui sont hélas introuvables parce qu'on ne les enregistrait pas et ils n'étaient pas édités en disque. I malauradament introbables perquè a l'època no s'editaven i no es troben en discos. Alors vous pouvez d'ailleurs trouver sur Amazon France un double CD qu'on a édité, dans lequel il y a la musique de Bruno Coulet pour mon film, et il y a 28 morceaux de musique qui étaient introuvables avant en disque. Per exemple, publicitari diu que a Amazon França podeu trobar un doble CD que s'ha editat, amb el qual en un hi ha la banda sonora de Bruno Coulet per la meva pel·lícula i en l'altre 28 peces de música que apareixen en el film i que fins ara eren introbables. Par exemple, la musique de Requin de Arthur Honegger. Per exemple, la música d'Arthur Honegger. Pour Requin, de Pagnol. Le générique du Salaire de la peur. Els títols de crèdit del Salari de la por. Oui. C'est une blague que vous pouvez faire à vos amis, vous le jouez, vous leur demandez quel est le compositeur, il y en a 9 sur 10 qui diront Ennio Morricone.
I us aposto que podeu fer la broma amb els amics, que si deixeu sentir aquest fragment, doncs 9 sobre 10 us diran que és Ennio Morricone. Alors c'est une musique composée 15 ans avant les musiques d'Ennio Morricone. I estava composat 15 anys abans. Il y a la musique de Classe Touriste de Claude Sautet, de French Cancan. French Cancan, de Renoir. Oui, beaucoup de films qu'on a retrouvés ça et on les a fait sortir. Donc voilà, hommage à ces compositeurs. Et pour terminer, je voudrais dire, le compositeur de musique d'un film est pour moi le premier critique du film. I per acabar vull dir que el compositor de la pel·lícula és el primer crític de la pel·lícula. Puisqu'il va composer la musique très souvent après avoir vu un montage du film. Perquè començarà a treballar després d'haver vist un primer muntatge de la pel·lícula. Et si ce montage, tout d'un coup, le touche, l'émeut, eh bien, sa musique va en témoigner. I si aquest muntatge doncs, el toca, l'afecta, això repercutirà sobre el seu treball musical. Je trouve que la musique de fin de La Grande Illusion, c'est un des meilleurs essais critiques qu'on ait fait sur le film. Jo crec que la música del final de La Gran Il·lusió és un dels millors assajos que s'ha fet sobre la pel·lícula. À la fois, ça mêle la dureté, l'espoir, la pression sur les fugitifs et quand même l'ouverture vers une paix possible. Et on se dit, mais c'est toute la thématique du film est contenue dans ce qu'a écrit Joseph Cosma. Perquè barreja la duresa, l'esperança, però també obre la porta amb una pau possible. És a dir, allà en aquella música al final està tota la pel·lícula condensada amb aquesta peça de música de Joseph Cosma. Oui, qui était un juif hongrois, que era un jueu hongarès, qui a fait des musiques extraordinairement françaises, que ha fet músiques extraordinàriament franceses, et qui disait la musique, c'est un art pour être ensemble. I que deia la música és un art per estar junts. Voilà. Et donc, oui, j'avais envie de réhabiliter des gens qui sont oubliés, dont on ne parle pas, dont on ne parle pas assez. La moitié de la musique de Maurice Jaubert n'a toujours pas été éditée. I sí, efectivament, volia reivindicar i rehabilitar aquesta gent oblidada. Per exemple, la meitat de la música de Maurice Jaubert mai ha estat editada. Et quand il y a des concerts de musique de film, en France ou ailleurs, c'est uniquement des musiques américaines, on joue, c'est toujours John Williams, c'est toujours Hans Zimmer, qui est un compositeur de soupe, de musique de soupe, Hans Zimmer, la plupart du temps. Mais on joue toujours ça, quelquefois Michel Legrand et Alexandre Desplat, et Ennio Morricone, bien sûr, qui est un très grand compositeur, mais jamais Maurice Jaubert, Joseph Cosma, Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, qui sont tous des gens qui ont écrit pour le cinéma français. Quan vas a un concert de música, sempre és música americana, John Williams, Hans Zimmer, que fa soap operas, de vegades potser Michel Legrand o Alexandre Desplat, ben segur Morricone, però mai Maurice Jaubert, Cosma, Auric, Darius Milhaud. Oui. Dutilleux, Henri Dutilleux a écrit la musique de 4 films français. Henri Dutilleux, le plus grand compositeur de la deuxième partie du XXe siècle, a écrit 4 films. Impossible, si maintenant La Fille du Diable vient de paraître. Il y a un mois, La Fille du Diable, enfin, il y a un disque de La Fille du Diable de Henri Dutilleux. Qui est, voilà, donc il y a un travail énorme à faire pour faire rendre compte que ces musiciens étaient des gens mais extraordinaires, des mélodistes comme Georges Van Parijs, qui était un des plus grands mélodistes de son époque. Henri Dutilleux, un dels grans compositors del segle, havia fet 4 pel·lícules i només ara s'ha editat la música de La Filla del Diable. Són gent extraordinària. Bon, vous allez voir le film.
Je voudrais te remercier encore. Je voudrais dire que aneu a passar 3 hores i quart extraordinàries i voldria despedir a la Planta Vernier a la prochaine amb la sèrie de 8 hores que espero que puguem veure també aquí i voldria que l'aplaudiment també inclogués la seva felicitació perquè avui és el seu aniversari i és aquí per